Bienvenue à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et cette semaine, dans l'actualité, le Premier ministre qui est sur tous les fronts. Et ça commence à Londres, en visite à la City. Il a déclaré sa flamme à l'entreprise et en anglais, s'il vous plaît, My government is pro-business. Mais le débat a surtout été lancé après avoir laissé entendre qu'il pourrait réformer l'assurance chômage. Débat légitime, dit-il, dans son propre camp. Tous ne sont pas d'accord. Une épreuve de force et une négociation à haut risque s'engagent entre Paris et Bruxelles. La France doit envoyer son projet de budget à la Commission, mais pour le moment ça coince. Bruxelles peut-il retoquer ce budget? Ce sera notre zoom de la semaine. Et puis c'est un coup de grâce pour l'écotaxe. Ségolène Royal a mis fin au feuilleton. A-t-elle plié face à la menace des routiers? Manuel Valls salue lui une décision sage, alors que la transition énergétique est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Les Verts sont furieux. Et justement, notre invité cette semaine, François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Loire-Atlantique et coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'actualités pour vous, on va en parler. Mais d'abord, vous n'échapperez pas à la tradition de cette émission. On a demandé à quelques-uns de vos collègues ce qu'ils pensaient de vous. Écoutez. Il n'est pas simplement le porte-parole de lui-même. Et en cela, je l'apprécie parce que je sais qu'on peut discuter avec lui. Ce n'est pas le cas de tous les députés écologistes. Et je trouve qu'il incarne bien l'écologie moderne. Ça, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été défendre un point de vue qui n'avait pas été validé par le groupe. Et même s'il est en opposition avec l'avis que le groupe a donné, il le défend jusqu'au bout. Je l'admire pour ça, parce que c'est pas facile. C'est un exercice très compliqué à faire. J'ai du respect et de l'estime pour tous ceux qui, dans cet hémicycle, comme j'essaie de le faire, défendent les choses dans lesquelles ils croient, quoi que ça coûte, quelle que soit l'heure, du jour et de la nuit, et quelles que soient les circonstances. Et ça s'estime. Si je peux faire un reproche à M. de Rugy, c'est qu'il a le bon mot un peu facile. Peut-être qu'il gagnerait en percussion, de temps en temps, à être un peu moins mordant et un peu plus d'une forme douce. C'est ce que je pense en tout cas. Voilà On va voir, si vous êtes plus doux, on va rigoler, on va voir ça. Vous êtes à la tête d'un groupe qui a presque autant de voix différentes que de membres. Pourquoi toute cette cacophonie? Comment vous faites pour faire la synthèse? Non, franchement, je crois que vous savez, tous les groupes parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont des individualités fortes. D'ailleurs, pour une raison simple. Mais chez vous, il y en a beaucoup. Hein. Oui, mais de Cécile Duflot, ça ne peut pas être oui, facile à gérer. si vous voulez que l'on parle des frondeurs du Parti socialiste, des divisions au sein de l'UMP. Vous parlez à tout le monde au sein de votre groupe sans problème? Ah oui, mais nous essayons toujours de construire des positions collectives. Et puis quand vraiment ce n'est pas possible, on ne va pas faire semblant. Donc il nous est arrivé d'avoir des votes différents au sein du groupe et de dire pourquoi. Et en quelque sorte, on fait œuvre de transparence. Nous préférons, avec Barbara Pompili, les deux coprésidents de groupe que nous sommes. Déjà, d'ailleurs, le fait d'avoir deux coprésidents, c'était une volonté de collégialité. Bien, avoir des positions, évidemment, communes. Après, oui, il y a des personnalités au sein du groupe. Et bon, ça fait aussi partie non seulement de la vie politique, mais de la vie tout court. Et vous gêne pas trop, Cécile Duflot, je me répète, mais je vous pose quand même des questions. Non, mais pourquoi voudriez-vous que cela nous gêne? Des positions souvent différentes. Nous avons une députée de plus. Nous étions 17, nous sommes maintenant 18. Et par ailleurs, elle a une expérience qui est précieuse, qui est celle du gouvernement. Et elle est la seule au sein du groupe écologiste, d'ailleurs, à avoir cette expérience gouvernementale. Peut-être qu'un jour, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, elle est la seule et c'est une expérience précieuse qu'elle peut nous faire partager. Alors, on reviendra un petit peu plus sur vous, sur votre e-réputation, tout ce que vous faites sur le web. Ça sera à la fin de cette émission, mais on va commencer par dérouler la semaine. Et ça commence par un lundi. Manuel Valls est à la City. Alors vous connaissiez le J'aime l'entreprise en version française, en version allemande. Mais la voici maintenant en version anglaise. Il était dans le temple de la finance à Londres, Ahmed Tazir. À Londres, un des fiefs du France bashing, Manuel Valls n'est pas en terrain conquis et il le sait. Poignée de main virile avec son homologue britannique devant le 10 Downing Street. La rencontre intervient alors que la France se voit reprocher de ne pas en faire assez pour réduire ses déficits. David Cameron, lui, conduit une politique d'austérité budgétaire qui s'accompagne cette année d'une prévision de forte croissance de 3,5%. Devant les caméras, le Premier ministre britannique reste diplomate. Bien que nous soyons issus de familles politiques différentes, je suis certain que nous avons beaucoup à partager en termes d'expérience. Oui, je suis ravi de vous accueillir ici. Thank you, David. Mais le credo de Manuel Valls, c'est l'entreprise. Après l'avoir répété devant le MEDEF, devant les patrons allemands fin septembre, il le redit à la City de Londres, le temple de la finance mondiale, et en anglais, s'il vous plaît. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez.
Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la Cité. My government is pro-business. Et l'on découvre un Manuel Valls polyglotte, un discours éloigné de celui de François Hollande, pour qui l'adversaire c'était la finance. Le Premier ministre poursuivra sa tournée aux Pays-Bas et au Luxembourg le 20 octobre. Alors, vous aussi, vous êtes pro-business? On attend la traduction donc néerlandaise avec impatience. Plus sérieusement, je crois que c'est un peu un faux débat, ça. Moi, aller à la City, et non pas à la Cité, comme l'a dit le Premier ministre, à la City de Londres, je vois pas tellement l'intérêt, je le dis franchement. Le symbole me paraît pas très bon. Pourquoi aller chercher des espèces de brevets de respectabilité là-bas, avoir des échanges avec les Britanniques? Il dit, je veux réformer, montrer que je réforme. Oui, mais je crois pas que, vous savez, je crois pas que la City soit un exemple de réforme et d'esprit réformateur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois qu'on a essayé de réformer la finance, qui est trop spéculative, chacun en convient, eh bien, qui est-ce qui s'est opposé avec vraiment de la façon la plus farouche possible? C'est le gouvernement britannique sous la pression de la City. En revanche, que l'on dise, pour répondre à votre première question, my government is pro-business, mon gouvernement est pro-business, et que ça fasse quasiment la une des médias, les bras m'en tombent. Vous imaginez un Premier ministre qui aurait dit je suis anti-business, je n'aime pas les entreprises, je déteste les entreprises, mais ce serait absurde. Là, on ne parle pas de l'entreprise, mais de la finance, par exemple, parce qu'on était à Londres. On était à Londres et en fait, cette image... Le business, c'est quand même plus large que la finance, je l'espère. Ou alors, si le business anglais, ce n'est que la finance, c'est désespérant. Votre critique, François de Rugy, elle était bien au début sur la critique de la finance. On a bien compris ce que vous voulez dire. On est loin, quand même du discours de François Hollande au Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Il y a, là, c'est sûr, un décalage, oui, et je pense pas que ce décalage soit très bon. Mais vous savez, cette phrase aussi sur mon ennemi, c'est la finance, voilà, ça, c'est des phrases de campagne qui sont des symboles. Et puis après, alors, on joue avec les symboles, et à force de jouer uniquement avec les symboles, la politique, elle n'avance pas beaucoup. Mais ce symbole a fait le tour de la presse de nos partenaires européens qui retiennent cette image d'un Premier ministre socialiste qui vient à Londres avec ce genre de phrase qui représente finalement la France des réformes, celle qui marche. C'est plutôt une bonne chose, ça, pour notre pays, non? Que le Premier ministre aille vendre en quelque sorte la France et qu'il aille expliquer sa politique dans d'autres pays, chez nos voisins, c'est tout à fait positif, évidemment. Et ça prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas que le président de la République qui s'occupe d'actions internationales. Moi, je préfère, c'est vrai, quand il va en Italie avec Matteo Renzi, où là, je crois qu'il peut y avoir un axe qui est à la fois réformateur, pro-européen, mais qui dit la politique européenne doit changer. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Vous parliez de symboles tout à l'heure, et je vous disais tout à l'heure aussi que mon ennemi c'était la finance. Vous l'avez rappelé, c'était une phrase qui date de 2012. Nous sommes en 2014. C'est fini ce temps-là pour ce gouvernement? Non, parce que je crois pas. Tout a changé. Je crois pas que le gouvernement soit devenu l'ami de la finance. Encore une fois, toutes ces phrases, on en crève, on étouffe d'être uniquement sur des symboles, des totems. Soyons dans le concret. Et le concret, c'est aussi cette taxe à 75% qui... Ou la taxe sur les transactions financières, sur laquelle on avance. Mais en effet, qui est-ce qui résiste? C'est le gouvernement britannique et c'est la City. Et par ailleurs, un événement, ça on en parle peu, la désignation des commissaires européens. On va parler de Bruxelles, je trouve ça assez grave que parmi ces commissaires, il y a un commissaire anglais qui soit justement chargé de la finance. Alors, on en parle. La politique économique de la France est aussi regardée par Bruxelles, qui surveille désormais de très près le budget de Paris. La France devra-t-elle revoir son projet de budget pour 2015? Bruxelles n'a encore rien dit, mais la rumeur a couru, suscitant interrogations et indignation à l'Assemblée, mardi notamment lors des questions au gouvernement. L'avis n'est pas encore officiel, mais la rumeur s'est vite répandue. La Commission européenne pourrait demander à Paris de revoir son projet de budget pour 2015. À l'Assemblée, l'opposition s'est immédiatement emparée du sujet. La France, Monsieur le Premier ministre, n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de se voir mise sous tutelle par la Commission européenne. Les baisses d'impôts et de cotisations en faveur des entreprises, les baisses d'impôts en faveur des ménages, la diminution des dépenses, ce sont exactement les chiffres que nous avons annoncés au printemps dernier. Exactement les mêmes. Même effort, même clou, mêmes engagements. Il n'y a aucune raison d'être en contradiction avec les règles européennes. Quelques minutes plus tard, le gouvernement est à nouveau interpellé. Cette fois, c'est Manuel Valls qui défend les engagements de la France. Allez-vous enclencher réellement les réformes nécessaires à notre pays ? Qu'allez-vous enfin répondre à Bruxelles et à nos partenaires? Monsieur le député, je vous le demande, plutôt que de critiquer la France, plutôt que de vous saisir de je ne sais quelle thèse qui ne vient pas de notre pays, alors faites des propositions,
des propositions crédibles. Oui, je vous attends sur ce débat, mais pas sur je ne sais quelle accusation, sur je ne sais quelle rumeur. Le budget de la France, c'est le budget qu'il faut pour notre pays. Depuis 2013, Bruxelles contrôle les budgets de chaque État membre et peut décider de sanctionner financièrement les mauvais élèves. Selon la rumeur, il manquerait entre 6 et 8 milliards d'économies supplémentaires pour que le déficit français soit dans les clous du pacte de stabilité. Là, on va en parler, François de Rugy, mais d'abord revenons sur ce nouveau pouvoir de la Commission européenne, pouvoir de contrôle et de sanction des mauvais élèves. C'est le Zoom de la semaine. Clémentine Forissier nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Contexte, site d'information en ligne sur l'Europe, la politique européenne. Vous connaissez les arcanes de Bruxelles. Dites-nous comment cette rumeur a pu arriver en France. Cette rumeur, elle n'est pas très étonnante. En fait, chacun joue un peu son match. La Commission européenne fait passer des messages par le biais de la presse pour dire attention, là, ça ne se passe pas exactement comme ça devrait se passer. C'est vrai que les chiffres qui ont fuité, qui ont été annoncés, ne sont pas du tout dans les clous de ce qui avait été prévu. Notamment, on en reparlera peut-être sur ce qui concerne le déficit structurel. Alors, c'est un peu technique, mais c'est ce qui concerne finalement le déficit quand on a enlevé les éléments du moment, les éléments liés à la mauvaise situation économique. Et donc là, voilà, la Commission fait passer ces messages par le biais de la presse. La Commission, on dit que c'est l'entourage du nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui fait passer ces messages par les médias. Et pourquoi? Quel est l'intérêt, François de Rugy, de lancer ces folles rumeurs? Oh, je ne sais pas si c'est des folles rumeurs. Il y a une situation qui est bien connue. D'abord, en effet, la Commission européenne joue un rôle un peu nouveau, mais qui est nécessaire. Moi, je ne conteste pas cela, parce que si on veut avoir une monnaie unique qui fonctionne mieux et qui ne soit pas en danger, il faut qu'il y ait de la coordination des politiques économiques et budgétaires. Ça, c'est normal. Après, chaque État reste évidemment maître de son budget, et la France a engagé un peu un bras de fer, disons-le, par rapport à la question du déficit, des 3% de déficit du PIB. Et là, je crois que c'est pas à 6 ou 8 milliards, parce qu'on va être à 4,5% de déficit par rapport au produit intérieur brut, alors qu'il y a eu des promesses régulières de faire 3%. Nous l'avions dit en 2012, dire l'année prochaine on fait 3%, alors que c'est totalement hors de portée, ce n'était pas une bonne politique. Qu'attend concrètement la Commission européenne de la France? Qu'est-ce qu'elle veut? Plus de réformes, moins de dépenses? Elle veut plus de réformes et elle attend qu'il y ait quand même quelques mesures un peu phares. Et surtout, je pense aussi, elle attend de pouvoir répondre aux États comme les Espagnols, par exemple, qui ont fait des efforts, qui se sont coupés les bras sous la pression des Européens et qui ont fait les efforts qu'il fallait, que les Français respectent un peu leurs engagements. On est quand même les seuls à chaque fois à reporter d'année en année les efforts qu'on doit faire. Donc je pense que ce qu'elle attend, c'est un engagement plus précis, des réformes qui vont être faites. Quel type de réformes? Des réformes peut-être plus structurelles. Alors on verra ce qu'il y a dans le projet de loi d'Emmanuel Macron là, qui se prépare. On dit à l'Élysée qu'il y a peut-être des éléments supplémentaires qui pourraient être ajoutés. On verra ce qu'il en ressort. Sur les professions sur les professions réglementées. Voilà. Sur le débat qui va nous toucher bientôt, à l'Assemblée nationale et au Sénat bientôt, sur le budget, vous n'aurez aucun pouvoir d'amendement. Si on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui, tout est bloqué, tout est figé. Ce n'est pas ce que nous dit le gouvernement et ce n'est pas ce que dit le principal groupe de la majorité, qui est le groupe socialiste. Heureusement, il y a du débat parlementaire tous les ans sur le budget. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y en a peu, ça c'est vrai, et c'est l'héritage d'années et d'années de déficit. Je rappelle quand même, parce que moi j'étais député depuis en 2007 dans l'opposition, que le déficit a commencé à réaugmenter avant la crise. C'est-à-dire que c'est à l'été 2007, quand Nicolas Sarkozy a voulu prendre ses mesures du paquet fiscal, qu'on a fait redéraper le déficit. Donc en France, en effet, quand on est plutôt en situation économique relativement confortable, de croissance comme on dit, on ne réduit pas, on ne profite pas de ces périodes pour réduire la dette. Donc lorsqu'il y a une crise, et qu'en effet là ce serait logique de faire un peu d'endettement pour financer des mesures de relance, eh bien on se retrouve complètement coincé. Ça c'est une situation qui n'est plus tenable, on le voit aujourd'hui. Après il y a toujours des marges de manœuvre, parce qu'à l'intérieur de l'enveloppe, vous pouvez toujours dire, heureusement, vous pouvez faire des choix. Et moi, je pense d'ailleurs que le problème, c'est que depuis 2012, on n'a pas fait assez de choix. Est-ce que Bruxelles a supplanté le pouvoir budgétaire? La Commission, elle ne va pas sanctionner un budget. Michel Sapin a raison quand il dit que techniquement, la Commission ne peut pas sanctionner elle peut pas sanctionner un budget. Elle peut sanctionner un État qui ne respecte pas ses engagements. Mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur une chose. La sanction, c'est l'arme atomique. Elle aura jamais lieu. L'idée derrière, c'est la négociation. Et je pense que là, chacun est en train de négocier. Je pense que c'est ça qui va se passer. Sur quoi on peut lâcher? Écoutez, ça c'est le gouvernement qui répondra. Moi je pense que de toute façon là aussi, non mais on est dans un mauvais jeu de rôle. Et là on vient d'en avoir l'explication transparente. C'est-à-dire que tout le monde joue au chat et à la souris. Le gouvernement dit si, depuis 2 ans et demi, je vais tenir mes engagements. Qui sait que c'est intenable? Et depuis... le gouvernement sait que c'est intenable. Sauf à avoir cru... C'est quoi, c'est un jeu de dupes?
sauf à avoir cru en un pari qui, à mon avis, là, est en effet l'erreur fondamentale de ce quinquennat, qui est que la croissance va revenir demain matin. Erreur en tout majeure cas, du dans quinquennat. quelques mois ou dans un an. François de Rugy, l'erreur majeure de François Hollande, c'est d'avoir cru que la croissance pourrait revenir. À nous le disons depuis 2 ans et demi, donc on se sent assez à l'aise pour le dire. Nous n'avons jamais cru à un retour comme ça, rapide de la croissance qui réglerait comme par miracle l'ensemble des problèmes budgétaires, fiscaux, financiers du pays. Un mot de conclusion, c'est Pierre Moscovici qui sera chargé in fine de contrôler tous les budgets. C'est un petit peu ironique. L'ironie de l'histoire, surtout, c'est que l'annonce a été faite le jour de son audition à Bruxelles. Donc c'est le cadeau de bienvenue. Génial. Oui, c'est lui qui va être chargé de contrôler, effectivement, si la France respecte ou pas ses engagements. Il a dit que pour l'instant, il ne se prononçait pas sur le cas français. Et il a dit qu'il était là pour appliquer les règles. Donc on verra. On verra. Merci beaucoup, Clémentine Forissier, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Un petit mot quand même sur Pierre Moscovici. Ça vous surprend, ça vous choque C'est surtout, moi je trouve que c'est pas une très bonne idée de passer directement, avec quelques mois d'écart, de ministre de l'économie, non reconduit à ce poste, manifestement, parce qu'on considérait quand même que la politique économique n'était pas très bien menée, à ministre de l'économie de l'Union européenne, puisque c'est un peu le poste qu'il est censé occuper au sein de la Commission européenne. Voilà, sur le symbole, après Pierre Moscovici est un homme compétent et talentueux, donc ça, on ne va pas le remettre en cause à cette occasion. Là, vous réagissez de la même façon que la droite là-dessus, juste pour information quand même. Non, mais la droite, vous avez vu le jeu qu'elle a joué au Parlement européen, là aussi, c'est assez malsain. C'est je te tiens, tu me tiens, vous soutenez un commissaire à l'énergie qui avait des intérêts dans le pétrole, et puis finalement, nous, on va soutenir... Ça, c'est un jeu qui est... La Commission européenne, ça, je le dis au passage, elle est très mal partie. Autant la nomination de Jean-Claude Juncker, c'est un conservateur de droite, mais c'est la droite conservatrice qui a gagné les élections européennes, il y avait une certaine logique. Autant là, la composition de la Commission européenne, honnêtement, elle est très brinque-ballante et elle part très mal. Merci Clémentine Forissier pour cet éclairage. On va passer à toute autre chose. François de Rugy, c'est une passe d'armes qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Le député UMP Julien Aubert s'est fait rappeler à l'ordre lors des débats sur la transition énergétique. Vous étiez sûrement dans l'hémicycle. Son tort avoir appelé la présidente de séance, Sandrine Mazetier, Madame le Président. Écoutez. Le 129, Monsieur Aubert. Merci Madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez... Non, Madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Alors... Attendez, Monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est Madame la Présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. Avec inscription au procès verbal, vous aurez été prévenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que Madame la Présidente, c'est la femme du Président. Et non, Madame mais le règlement de l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Mais si vous montrez que dans le règlement de l'Assemblée, on féminise... avec inscription, un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Voilà. Et si vous voulez, ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin, dit Sandrine Mazetier. Le député en question, lui, a écopé d'une amende, d'une indemnité, on va toucher à son indemnité parlementaire. Il y a 139 parlementaires qui viennent à son secours. Ça vous choque, ça ? Disons que il faut que nos téléspectateurs comprennent bien que d'abord le fonctionnement de l'Assemblée, il repose sur l'application du règlement et le respect de la présidence de séance quelle qu'elle soit et qui est tournante, de gauche, de droite, donc c'est quelque chose de neutre. Et d'ailleurs, juste avant, la veille, il y avait eu un incident avec Madame Royal, ministre, et c'était une présidence de séance de droite qui a été défendue par Monsieur Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Donc il faut arrêter avec ces histoires. Monsieur Aubert, c'est un provocateur multirécidiviste. Mais là, il y a 139 parlementaires qui viennent à son secours. Il sait à quoi il s'attend en faisant des provocations. C'est ce qu'il cherche d'ailleurs. Il y en a d'autres des provocateurs au sein de l'Assemblée nationale, mais il y en a qui assument les conséquences de leurs gestes. Sur le fond, quand même, est-ce que ce genre de polémique sur une question de genre d'ailleurs ne vient pas un peu assombrir l'image du débat parlementaire? C'est pour ça que cette pétition de 139 députés UMP qui n'ont rien de mieux à dire qu'il ne faut pas féminiser, alors que ça fait depuis 1998 que les titres à l'Assemblée sont féminisés, et eux, avec presque 20 ans de retard, donc, ils sont encore à demander qu'on parle de ce sujet-là alors qu'il y a quand même d'autres choses à faire. Le règlement, rien que le règlement. On avance, mercredi, question casse-tête et serpent de mer, comment combler le trou de la sécurité sociale? La ministre Marisol Touraine a détaillé son plan d'action et ses remèdes pour réduire le déficit du régime général. La branche famille va être mise à contribution. L'idée d'une modulation des allocations familiales fait son chemin, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Réaction recueillie par Valérie Brochard et Hugo Lénart.
Ce qui marche, on le casse. C'est curieux quand même. Pour une fois, on a une politique qui marche, qui fait l'envie de l'Europe entière, qui permet à notre pays d'avoir une vraie démographie, eh bien on va le casser. Ce n'est absolument pas enlever l'universalité, puisqu'il n'est pas question de revenir sur les prestations de la politique familiale, mais d'en moduler certaines en fonction des ressources des familles. La bonne réponse, d'abord, c'est celle de la réforme fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on a un risque, c'est que certains ménages qui ont trouvé un équilibre, notamment avec leur niveau de loyer qui parfois sont très élevés, je le dis, quand on a une grande famille dans des zones très tendues, on paye des niveaux de loyer très élevés, utilisent aussi l'existence des allocations familiales pour conserver un niveau de vie compatible avec leur vie de famille. Et qu'on ne nous fasse pas le coup de non, 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 on ne touche pas à l'universalité, mais on redistribue quand même. Si on module, c'est plus une politique universelle. François de Rugy, votre position, faut-il moduler les allocations familiales en fonction du revenu? Faut-il imposer les allocations familiales? Non, moi je ne suis pas favorable ni à l'intégration des allocations familiales dans les déclarations de revenus, parce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire, hein, on vous donne d'une main, on vous la reprend de l'autre, ni à la modulation, on verra ce que le débat parlementaire donne. Vous demandiez tout à l'heure s'il y avait une marge de manœuvre d'amendement dans les débats budgétaires. Le groupe socialiste fait une proposition. Moi je suis assez attaché, avec les écologistes, nous sommes attachés à l'égalité. Là c'est le coprésident du groupe qui parle. Oui, nous sommes attachés à l'égalité des Françaises et des Français, les parents, les enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des inégalités. Vous savez, par exemple, qu'il n'y a pas d'allocation familiale au premier enfant. Ça, c'est une inégalité. Nous serions pour qu'il y en ait de façon égale. Il y a, au contraire, des primes, en quelque sorte, pour le troisième, etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait la question du quotient familial. Ça, nous y sommes revenus et nous avons bien fait de le faire. Mais en contrepartie, il ne faut pas toucher aux allocations familiales à leur caractère universel et égalitaire. Moi, je suis attaché au caractère universel et égalitaire. Il y a trop de défiance dans notre pays. Tous les Français sont maintenant en train de se demander si leurs voisins, si leurs cousins, leurs cousines ne gagnent pas plus qu'eux, ne profitent pas plus qu'eux du système de protection sociale. Et donc, quand on met de l'égalité, on remet de la confiance entre les Français. Est-ce que vous estimez que c'est un débat de fond des réformateurs contre ceux qui seraient plutôt hostiles à ces réformes? Non, je pense que sur la politique familiale, comme sur la politique de la protection sociale en général, depuis 2 ans et demi, comme en matière souvent budgétaire et fiscale, on a préféré bouger un peu l'existant que transformer les structures existantes, les faire évoluer et faire des réformes de structure. Et là, on touche... Petit à petit, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais on fait plus ou moins sur l'existant. Nous pensons depuis le début, et nous le disons sur la politique familiale, depuis le début, qu'il faut faire des réformes de structure et qui permettent éventuellement à terme de faire des économies et qui remettent de la justice, qui remettent de la transparence entre les Français. Or, quand on joue un peu à la marge, plus ou moins, eh bien on se retrouve dans les limites dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Vous conseillez aux parlementaires et au gouvernement de ne pas toucher à ce socle et à ce principe d'égalité. Vous dites, mais nous sommes des réformateurs, c'est-à-dire nous disons l'égalité, c'est-à-dire dès le premier enfant, la même somme pour tout le monde, et on se met d'accord pour que ça rentre dans l'enveloppe budgétaire, bien évidemment, mais en revanche, on ne touche pas à l'égalité et à l'universalité. En ce sens, vous allez faire des propositions au Parlement en ce sens? Lesquelles, par exemple? Ce que je viens de vous dire, par voie d'amendement. Mais nous discuterons avec le groupe socialiste, nous discuterons avec le gouvernement. C'est intéressant aussi que cette discussion ait lieu. Trop souvent sur le budget, on a l'impression que c'est à prendre ou à laisser. Bon, là, il y a de la discussion, tant mieux. Dans ces conditions, à l'heure actuelle, tel que c'est présenté aujourd'hui, vous votez ce budget sur la sécurité sociale ou pas? Attendez, nous avons déjà le budget de l'État qui va être examiné à l'Assemblée nationale. Je vous pose la même question. Tout à fait, à partir de la semaine prochaine. Ou le financement de la sécurité sociale, quelle est la position des Verts? Nous, notre position, elle est simple, c'est que nous travaillons avec des amendements, avec les autres groupes de la majorité, avec le gouvernement pour faire évoluer le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Et au vu des évolutions qui auront été faites ou pas, eh bien, nous le voterons ou pas. Cécile Duflot, j'en parlais tout à l'heure, qui est dans votre groupe, dit, à l'heure actuelle, tel que c'est aujourd'hui, moi, c'est hors de question, je ne vote pas. Je vote contre. C'est un avis personnel, mais moi, je suis coprésident de groupe. Donc, je vous dis l'état de nos discussions au sein du groupe. Et c'est la démarche que nous avons eue depuis 2 ans et demi, y compris quand Cécile Duflot était membre du gouvernement. L'année dernière, par exemple, nous avions dit le budget n'est pas votable en l'état parce que sur la fiscalité écologique, la contribution climat-énergie, ce qu'on appelait parfois la taxe carbone, il y avait du flou quand il y a eu la présentation du budget. On ne savait même pas où on allait. Et nous avons obtenu dans la discussion que la contribution climat-énergie soit mise en œuvre. Et elle monte en puissance d'ailleurs au fil des années. Donc, si et on n'y revient pas. Et donc nous avons voté le budget l'année dernière. Vous mettrez la pression? Et Cécile Duflot d'ailleurs le souhaitait l'année dernière.
Alors on va passer à une autre proposition explosive. C'est Manuel Valls qui a relancé, comme ça en passant, le débat au détour d'une petite phrase sur le montant, la durée des allocations chômage. Gros dossier. François Hollande reste évasif sur le sujet, renvoyant le dossier aux partenaires sociaux. Les syndicats, eux, voient rouge. Marie Labatte nous explique tout ça. Les nouvelles conditions d'indemnisation du chômage à peine en vigueur, le Premier ministre relance déjà le débat. Lundi dernier, Manuel Valls, en visite à Londres, évoque en off devant la presse britannique le fait de repenser la durée et le montant de l'assurance chômage. À l'Assemblée nationale hier, il réitère ses propos. C'est un débat légitime. Il faut l'aborder sans caricature. C'est une exigence quand on connaît ce haut niveau de chômage depuis des années. Et cette réforme, c'est celle qui doit assurer la pérennité aussi de notre modèle social, même s'il doit se réformer et se réinventer. En déplacement en Italie, François Hollande, lui, reste plus évasif. Il y a demain une discussion qui s'engage entre les partenaires sociaux pour la modernisation du dialogue social, pour favoriser là aussi la représentation des salariés, mais également la simplification des procédures. Il y a la loi qui est prévue sur justement la croissance et notamment le travail le dimanche. Il y a suffisamment de sujets pour que nous soyons bien occupés et que nous montrions que nous faisons des réformes utiles à l'emploi. On ne fait pas des réformes pour des réformes, on fait des réformes pour qu'il y ait plus de croissance et plus d'emplois, et notamment pour les jeunes. Pour les partenaires sociaux, c'est un débat à contretemps. Je trouve que ce n'est pas le moment, alors que les nouvelles règles rentrent en vigueur, qu'elles sont positives, depuis le 1er octobre. Elles sont de l'incitation positive, pas punitive, positive à la reprise d'emploi. On nous dit qu'il faudra revoir les règles. Car les renégociations des règles d'indemnisation chômage passent obligatoirement par un accord syndicat-patronat. Le prochain devrait avoir lieu en 2016. Alors on voit le discours un peu cacophonique, en tout cas les positions pas très claires de l'exécutif sur le sujet. Vous dites quoi? Il faut ouvrir le débat, c'est nécessaire ou pas du tout? Moi, j'ai été un peu étonné par les petites phrases qui sont rapportées dans la presse et qui sont prêtées au Premier ministre. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en réponse aux questions des députés, il a été un peu plus clair et de fait, il donnait moins l'impression de vouloir remettre en cause l'indemnisation du chômage. Moi, je vais vous dire, notre position, elle est assez simple. C'est pas parce que les indemnités chômage sont trop élevées que des demandeurs d'emploi, des chômeurs, sont dissuadés de reprendre des emplois. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, mais c'est aussi parce que trop souvent, des personnes qui reprennent ou prendraient une activité temporaire, partielle, etc., perdent leurs indemnités ou leurs allocations. Et là, ils sont dissuadés, en effet, de se remettre au travail. C'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou en politique. C'est pas le sujet. Oui, mais justement, c'est le problème, si vous voulez, c'est les postures d'un côté, parce que ça ressemble un peu à une posture. Moi, je vais réformer le marché du travail, je vais réformer l'indemnisation du chômage, puis après, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un autre côté, il y a les postures de l'autre côté qui disent attention, ça y est, on est en train de faire le modèle britannique ou que sais-je encore. La protection sociale en France, elle est d'un haut niveau, et nous, on est attachés à la protéger, à la financer aussi, parce que le problème, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'équilibre financier de l'assurance chômage qui n'est pas garanti, qui est en lourd déficit. Et là aussi, comme on a accumulé des déficits par le passé, on n'est pas capable d'y faire face quand le chômage augmente fortement, comme c'est le cas actuellement. Mais la réforme des droits rechargeables au chômage pour les chômeurs, c'est une très bonne réforme. Très bonne réforme. Et ça, il faut la mettre en application maintenant, comme c'était prévu. Il est dans la posture, le Premier ministre? Là, je regrette que sur ce genre de propos, oui, ça donne l'impression d'être un peu des postures. Et je pense qu'en plus, lui, il a plutôt l'habitude d'être en effet un réformateur et pragmatique. Donc je ne saurais que souhaiter qu'il le soit davantage sur ce sujet comme sur d'autres. Est-ce qu'il fait une erreur de stigmatiser les chômeurs, personnes qui sont déjà... Moi, je n'ai pas senti son discours comme une stigmatisation des chômeurs, mais tout ce qui ressemblerait à une stigmatisation des chômeurs serait une erreur. Là aussi, le ministre du Travail avait fait des déclarations, M. Rebsamen, qui ont pu semer le trouble sur les contrôles des chômeurs, parce qu'il y a des chômeurs qui ne chercheraient pas de travail. C'est le cas, il y a quelques départements aujourd'hui qui font cette recherche à Pôle emploi. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des contrôles. À partir du moment où vous avez une allocation, une indemnisation, eh bien vous êtes contrôlé. Moi-même, j'ai été demandeur d'emploi, indemnisé à certaines périodes, plus indemnisé à d'autres, donc je sais ce que c'est. Mais pour autant, on ne va pas laisser croire que s'il y a 3 500 000 chômeurs dans la catégorie A, eh bien c'est parce qu'il y a 3 500 000 personnes qui ne veulent pas reprendre un emploi. L'accompagnement à l'emploi en France est l'un des plus faibles d'Europe. Vous savez qu'il est plus faible qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Et sur les seuils sociaux, est-ce qu'il faut une loi, sujet qui est aussi dans l'actualité?
Là Vous aussi, demandez non non mais là il y a une négociation qui s'ouvre. Avec les partenaires. Moi je suis pour la négociation entre les Également sur patrons, le chômage, les hein, il y syndicats a des patronaux négociations et les syndicats de salariés. Oui mais pour le chômage ça devait être l'an prochain. Bon, si il y a des choses qui peuvent aboutir parce que des effets de seuil, en effet, on voit bien qu'il y a des entreprises, ça moi j'en rencontre, qui me disent je préfère ne pas passer à 51 et rester à 48 ou 49 salariés parce que je vais avoir des contraintes supplémentaires. Si on peut lisser un peu cela, oui, mais on ne va pas supprimer la représentation des salariés. On en a besoin dans les entreprises d'avoir des représentants des salariés qui justement permettent du dialogue social et quand il y a du dialogue social, justement permettent de faire des accords entre les patrons et les salariés, notamment sur les questions de modulation du temps de travail, notamment sur les questions de conditions de travail, de formation, etc. On va passer au jeudi, avec un enterrement de première classe, celle de l'écotaxe, François de Rugy. On imagine que vous avez dû bondir quand vous avez entendu cette information. Les transporteurs routiers ont eu gain de cause. La taxe poids lourd est abandonnée. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, l'a annoncé. C'est une suspension sine die, a-t-elle dit. Thomas Soulier. C'est lors de cette réunion que tout a basculé. Face à la ministre, les transporteurs routiers réclament l'abandon de l'écotaxe. Ils menacent de faire grève et de bloquer les routes. Résultat, Ségolène Royal fait marche arrière. Le péage poids lourd est suspendu. Je préfère faire cela que de voir le pays bloquer et les camions bloquer les routes, bloquer l'économie et se faire du mal à eux-mêmes. Ils n'étaient pas demandeurs d'ailleurs de se faire du mal à eux-mêmes. C'est pas facile de déclencher des mouvements, mais une fois qu'ils sont déclenchés, on ne sait pas comment ça s'arrête. Pour remplacer le péage poids lourd, le gouvernement pourrait taxer les profits des sociétés d'autoroutes. Un groupe de travail a été mis en place. Ce recul du gouvernement ne satisfait personne au sein même de la majorité. Je suis très déçue et scandalisée que le gouvernement ait décidé de suspendre à nouveau cette taxe. Déjà il y a un an, elle a été suspendue. Et aujourd'hui, la question est de savoir qui va payer. Qui va payer pour l'entretien des routes? Qui va payer pour les dépenses de santé liées à la pollution de l'air? Ça va être encore une fois les Français. Ce n'est pas acceptable. Je rappelle que l'écotaxe a été voté par le Parlement. Il a même été voté à l'unanimité. Donc on ne peut pas abandonner du jour au lendemain une disposition que les parlementaires ont voulu. Cette annonce pourrait tendre les relations avec les écologistes en plein débat à l'Assemblée sur la transition énergétique. Les débats reprennent ce vendredi dans l'hémicycle. Noël Mamère a déjà annoncé qu'en représailles, il ne voterait pas le texte. Erreur politique ? C'est plus grave que cela. C'est un sujet de fond, la taxe poids lourd. C'était la mise en œuvre, enfin, en France, de façon claire, transparente, du principe non seulement pollueur-payeur, mais plus on use les routes, plus on contribue quand même financièrement à leur entretien et à leur rénovation, voire à leur construction en dehors. Plus grave qu'une erreur politique. Moi, je pense que sur le fond, c'est assez grave pour, encore une fois, le principe pollueur-payeur, pour le budget de l'État, là aussi, puisque c'est encore un trou. Alors que l'on crée, je ne sais pas comment on va le reboucher, on voit bien ce qui se profile, c'est d'augmenter les taxes sur les carburants des particuliers. Alors je vais vous dire, au bout d'un moment, est-ce qu'il faut qu'il y ait des associations qui se créent d'automobilistes et qui disent, nous, on va aller bloquer les zones logistiques, par exemple. Vous voyez, on va les bloquer, on va mettre les Français les uns contre les autres, les camionneurs contre les automobilistes, alors que les automobilistes subissent déjà la présence de trains de camions sur les routes. Vous seriez contre une augmentation de la taxe sur le diesel? On parle de 2 centimes, plus encore 2 centimes, ce qui ferait quasiment c'est en effet du rafistolage. Qu'il y ait une réflexion et ensuite des mesures prises, nous le souhaitions, sur la fiscalité des carburants, avec y compris une baisse sur l'essence pour inciter à basculer, pour que le marché automobile se rééquilibre, pour que les pratiques changent. Évidemment, nous pensons que la fiscalité est un outil qui permet, c'est pas le seul, le changement de comportement. On l'a dit souvent, c'est quand on touche au porte-monnaie qu'on agit vraiment sur les comportements. Mais alors là, dire que pour les routiers, simplement parce qu'ils ont menacé de paralyser la France, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que au-delà, ça veut dire que les routiers sont plus forts que les écologistes. Au-delà de... Oui, mais ça veut dire qu'une minorité, une toute petite minorité, des intérêts particuliers peuvent mettre à bas non seulement l'intérêt général, mais la volonté majoritaire. Parce que si vous faites des sondages, vous verrez que les Français sont très largement majoritaires, favorables à cette taxe poids lourd. François de Rugy, ça veut dire aussi que le gouvernement et Ségolène Royal a cédé à la pression des lobbies, à l'ultimatum des routiers. Ça veut dire ça ? Sur les transports, ça commence à faire beaucoup. Vous avez eu la réforme ferroviaire.
avec une grève à la SNCF. Et du coup, la réforme ferroviaire a été considérablement rabotée, alors qu'elle avait été négociée avec entre la direction de la SNCF et les principaux syndicats. Vous avez eu le projet d'Air France d'avoir une nouvelle compagnie européenne, Transavia, qui a été retirée, grève des pilotes de ligne. Toute petite minorité également. Et là maintenant, la taxe poids lourd. Mais je ne sais pas comment on va pouvoir réformer le secteur des transports, qui en a pourtant bien besoin, puisque tout le monde dit depuis des années que le tout routier, ce n'est pas une solution pour le transport des marchandises. La solution, et surtout, qu'est-ce qui va remplacer il faut faire preuve d'un peu de détermination. Ségolène Royal parle de mettre à contribution les sociétés d'autoroutes. Est-ce que ça va suffire? Comment ça va se finir? Mettre à contribution les sociétés d'autoroutes, ça veut dire que les péages que payent les automobilistes et aussi les camions, mais les automobilistes principalement sur les autoroutes, vont augmenter. Et en plus, pour le transport par camion... Bah écoutez, moi j'attends de voir. Ce que je sais, c'est que les prélèvements, ça a déjà été étudié. Ça. Les prélèvements sur les bénéfices des sociétés d'autoroutes, c'est vrai que les bénéfices sont peut-être très élevés et qu'on pourrait en prélever une partie. Mais ça sera peut-être 100 millions, 200 millions. La taxe poids lourd, c'était 1 milliard. Où est-ce qu'on va trouver le milliard? Par ailleurs, le contrat Ecomove, on va le dénoncer comme ça, sans que ça coûte rien au budget de l'État. C'est pas possible. Eh bien, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que c'est le budget de l'État qui va payer. C'est-à-dire qu'on perd une recette et on crée une dépense. Vous savez que nous, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on n'a pas le droit de déposer des amendements qui feraient simplement perdre une recette ou simplement augmenter une dépense. Et là, l'État, par une décision qui, en effet, mériterait par ailleurs un vote du Parlement, fait perdre une recette et crée une dépense. François de Rugy, on entendait Christophe Carrèche dans le reportage qui dit « La loi a été votée par le Parlement ». À plusieurs reprises. Alors, comment est-il possible aujourd'hui de la supprimer comme ça du jour au lendemain? Parce que le gouvernement s'arroge le droit de dire une fiscalité qui avait été créée, je ne vais pas l'appliquer. Mais il va bien falloir repasser devant le Parlement. Il va bien falloir repasser devant le Parlement, notamment au moment de la discussion budgétaire, pour dire les choses clairement. Et qu'est-ce que vous direz? Nous avons déjà dit au mois de juillet. Vous vous rendez compte qu'on en avait parlé au mois de juillet? On a voté un dispositif au mois de juillet. C'était la taxe poids lourd réduite de moitié. Entre-temps, il y a eu cette annonce. Et là, on va, alors que ça fait même pas 6 mois, on va en reparler la semaine prochaine à l'Assemblée lors de la discussion budgétaire. Et évidemment, nous poserons les questions concrètes sur le coût de cette suspension, sur où est-ce qu'on trouve l'argent en contrepartie, et ainsi de suite. Nous, par ailleurs, sur les infrastructures de transport, vous savez qu'on a plein de propositions à faire, y compris pour faire des économies. Un certain nombre de projets faramineux. Je suis bien placé pour en parler dans mon département, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres. Alors on multiplie les annonces d'un côté, le grand canal Seine-Nord ici, le TGV Poitiers-Limoges là-bas, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et en revanche on réduit les financements. Quoi improvisation? Non, je pense que Ségolène Royal avait dit depuis le début qu'elle était contre cette taxe et que, vous savez, je crois que les premières surprises, c'était les organisations de transporteurs routiers qui ne s'attendaient pas à cela dans cette réunion. Mais elle a un problème d'autorité, finalement. Elle non, puisqu'elle a obtenu gain de cause par rapport à sa position de départ. Moi, je trouve que c'est plutôt le gouvernement dans son ensemble qui, du coup, parce que c'est un mauvais signal pour l'écologie, mais c'est aussi un mauvais signal pour conduire des réformes et des changements dans notre pays. Parce que là, vous donnez un sacré coup de pouce à toutes les corporations, si minoritaires soient-elles, contre l'intérêt général, qui diront, moi, si je peux bloquer les routes, alors évidemment, il vaut mieux pouvoir bloquer les routes, bloquer le rail ou bloquer les aéroports. Est-ce que vous avez encore confiance en Ségolène Royal? Sur les autres sujets, oui, sur ce sujet-là, on a toujours eu une divergence, on le savait très bien. Mais c'est surtout, moi, par rapport à l'ensemble du gouvernement, nous en avions parlé d'ailleurs, avec Michel Sapin, qui est ministre des Finances, et qui nous avait dit, mais c'est une affaire à 2 milliards d'euros, ça crée un trou dans le budget de l'État entre la perte de recettes et la dépense d'indemnisation des communes. En tout cas, j'ai entendu déjà Michel Sapin dire que c'était quand même pas simple de compenser cette perte. Sur cette question de la fiscalité écologique, c'est sûr que là, la confiance s'est considérablement amenuisée. Alors, on va s'intéresser un petit peu à vous, si vous le voulez bien. On va parler de votre e-réputation. François de Rugy, on va parler de la e-réputation. C'est ce qui se passe sur le web, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter notamment, avec Astrid de Vilaine, spécialiste du web pour les chaînes parlementaires. Bonjour Astrid. Bonjour Mickaël. Alors, vous êtes penché un petit peu sur la réputation de François de Rugy. On trouve de tout dans les limbes du web. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur notre invité? Eh bien, on va déjà aller à la surface du web, regarder un petit peu ce qu'on trouve quand on tape François de Rugy dans un moteur de recherche. On tombe d'abord sur votre blog, plutôt moderne et bien mis à jour. Sur votre page de député, sur le site de l'Assemblée nationale, on va avoir tout ça. Et sur vos réseaux sociaux qui sont eux aussi très bien référencés. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une bonne e-réputation, monsieur de Rugy, ne vous inquiétez pas. En revanche, on va aller voir quand même ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook
Et vous êtes suivi par 5701 personnes. C'est pas mal, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Bien, mais pas top, comme on dit. Alors, exactement. Alors, vous êtes quand même devant votre homologue au Sénat, ça va vous faire plaisir, hein, Jean-Vincent Placé, puisque lui, il a seulement 1600 fans. En revanche, si on va voir chez votre... Faisons-toi la course. C'est vrai? Bon, alors peut-être que vous devriez. En tout cas, Barbara Pompili est devant vous. Regardez, 6121 fans. Elle a donc 1000 fans de plus que vous. Il va falloir rattraper tout ça, surtout qu'elle a été élue bien après vous. Donc sur Twitter, François de Rugy est en revanche devant. Ça y est, là-dessus, là c'est vrai que vous la battez. 1000 followers de plus que Barbara Pompili. Vous êtes donc décidément totalement paritaire, hein, puisqu'elle est meilleure sur Facebook et vous sur Twitter. On va aller observer tout de suite votre profil Twitter. Et ce qu'on aime le plus, eh bien, c'est votre photo de profil. Elle a été très bien choisie. Vous allez voir en image. Fond vert qui fait écolo et qui se repère très bien dans le flux Twitter, c'est pas mal. Parce que tout à l'heure, on est passé un petit peu vite sur votre page Facebook et il y a quand même des dossiers qui traînent dans vos photos Facebook. Regardez celle-ci. Alors évidemment, très républicaine, elle a été prise à tous les coups au début de l'informatique. Regardez, mug sur le côté, hémicycle derrière, sacrée mise en scène. En tout cas, François de Rugy, vous êtes un véritable tweetos. Vous n'arrêtez pas de tweeter. Depuis que votre compte Twitter a été ouvert en 2012, vous avez envoyé plus de 14 000 messages. On a fait le calcul, ça fait à peu près 15 tweets par jour, c'est beaucoup, certains disent beaucoup trop, mais au moins vous êtes réactif. Vous êtes notamment illustré au moment du mariage pour tous, alors que certains à l'UMP proposaient d'interdire Twitter dans l'hémicycle. Vous vous y êtes totalement opposé, comme on va le voir, avec un tweet. C'est l'interaction entre justement l'hémicycle, ça peut très vite devenir une bulle, et le public. Nous ne sommes là que parce que nous avons une légitimité électorale, et vous savez qu'à la source de l'Assemblée, il y a la transparence. Twitter, le lien avec la population. À tout moment, l'Assemblée nationale, il y a toujours quelques places réservées dans le public pour une personne qui arrive au dernier moment. Alors le Twitter, c'est la prolongation de ce principe. Astrid, on va voir aussi, c'est le bonus avec une photo. Oui, alors cette photo, c'est votre photo de couverture sur Facebook et elle est très révélatrice. Regardez, François de Rugy dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, portable à la main. Certains disent que vous êtes même totalement accro à votre smartphone. On a donc une question, est-ce que de temps en temps, vous décrochez ? Ah oui, bien sûr. D'abord, contrairement à d'autres, je l'éteins tous les soirs parce que je ne veux pas que les ondes me bombardent pendant la nuit. Et il m'arrive de ne pas être joignable parce que je suis en vacances, en week-end ou autre. Non, ça, alors là, je vais vous dire, on a même plaisanté fin août. Vous savez qu'il y a eu un petit événement politique avec la démission du gouvernement. Et moi, j'étais en train de faire du vélo en Gironde. Et ne pouvez pas vous joindre. Je restais joignable avec des moments, évidemment, liés à la géographie. Et j'avais prévu ça, de faire ça en famille. Et oui, j'avais mon téléphone, mais je n'étais pas en permanence joignable. Il faut savoir s'arrêter, mais je pense que c'est notre rôle d'être, et notamment Twitter permet ça, ou Facebook, d'être en lien avec nos concitoyens. Comme moi, je suis dans la rue, on m'arrête, je discute, je fais des réunions de compte-rendu de mandat. Vous savez, c'est pas que ça. Si c'était que ça, évidemment, ça aurait un côté virtuel. Mais comme je le dis toujours à mes concitoyens de Nantes, Orvault et Sautron, dans ma circonscription, vous savez que vous avez un député sous la main. Donc vous m'avez sous la main, physiquement, présent, ou par d'autres modes d'interpellation. Est-ce qu'il y a des tweets que vous regrettez ? On peut toujours en regretter, mais moi, contrairement à d'autres, vous pourrez vérifier, je n'en ai pas effacé, ou ça a dû m'arriver une ou deux fois. Et oui, il y a des choses qui sont... Parce que moi, Twitter, je considérais au début que c'était un autre mode de relation. Si c'est uniquement pour copier les communiqués de presse qu'on fait déjà, mettre un lien avec cette émission, c'est très intéressant, mais ça n'ajoute pas grand-chose en plus. Et donc, moi, je voulais que ce soit aussi un lien. C'est d'ailleurs un point commun que j'avais avec Cécile Duflot. On lui a reproché aussi à elle de faire des choses personnelles. Et elle m'a dit, quand elle est devenue ministre, qu'elle avait dû arrêter, mais elle m'a dit, toi, continue, tu es député, tu as plus de liberté. C'est vrai que maintenant que j'ai plus de personnes qui me suivent, plus de responsabilités, je fais aussi attention, et que oui, parfois, je m'auto-limite, en effet, par rapport à des choses plus personnelles, ou plus humoristiques. On compte sur vous quand même pour nous retweeter. Merci beaucoup, Astrid de Vilaine. Katia, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, et très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Merci à tous de votre fidélité. Bye bye.